Ce n'est pas le sujet des femmes la qui ont publicité. interpellé Madame Le Pen et qui portent le voile. Si vous La faites la même- si publicité. vous dites pas la même chose, c'est que vous ne connaissez rien au terrorisme. La publicité. Et comment vous distinguez le bon voile du mauvais voile alors? La publicité. Vous leur faites faire un nouveau test PCR? Allez, d'accord. Une chance ou pas, Jean Messia? Écoutez, il y a toujours une chance. Je veux dire, qui attendait Trump ou le Brexit, etc. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Vous savez, les sondages, c'est pas parole d'évangile. Ça, c'est une chose. Maintenant, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que on a quand même un tournant entre le premier tour et ce second tour. C'est que dans le premier tour, la campagne présidentielle avait été quelque peu écrasée. Marine Le Pen avait montré, avait pratiqué une sorte de taquilla sur les sujets identitaires liés à l'islam, etc. On se souvient notamment de son selfie avec cette femme voilée. D'ailleurs, je m'étais retrouvé face à elle dans Face à Baba chez Cyril Hanouna. Et elle m'avait dit, mais non, mais on ne peut pas s'en prendre aux êtres, c'est des êtres humains, etc. Machin. Et là, on voit bien que la séquence, qui est la même séquence avec cette femme voilée, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, oui, on en parle c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, en réalité, Marine Le Pen, sur les aspects identitaires, sécuritaires et migratoires, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce qu'elle propose et ce que propose Éric Zemmour. Oui, mais vous avez remarqué que là, Éric Zemmour n'est pas au second tour. Donc restons sur est-ce qu'elle peut gagner aujourd'hui. Bonsoir Jean Messia, heureux de vous retrouver, président de l'Institut Apollon, anciennement porte-parole d'Éric Zemmour. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Éric Zemmour? Est-ce qu'il va bien? Il va très bien. C'est vrai, il n'est pas trop déçu après le premier tour, les résultats. Et vous, est-ce que vous êtes déçu? On était tous un peu, bien sûr, déçus, mais ce qui a été fait ne va pas disparaître. Il y a quand même des choses très positives, un parti, des dizaines de militants, d'adhérents, une ferveur incroyable, une espérance qui s'est allumée, et ça, je vois pas comment ça peut tomber. Il y a une chance ou pas, Jean Messia? Écoutez, il y a toujours une chance. Je veux dire, qui attendait Trump ou le Brexit, etc. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Vous savez, les sondages, c'est pas parole d'évangile. Ça, c'est une chose. Maintenant, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que on a quand même un tournant entre le premier tour et ce second tour. C'est que dans le premier tour, la campagne présidentielle avait été quelque peu écrasée. Marine Le Pen avait montré, avait pratiqué une sorte de taquilla sur les sujets identitaires liés à l'islam, etc. On se souvient notamment de son selfie avec cette femme voilée. D'ailleurs, je m'étais retrouvé face à elle dans Face à Baba chez Cyril Hanouna. Et elle m'avait dit, mais non, mais on ne peut pas s'en prendre aux êtres, c'est des êtres humains, etc. Machin. Et là, on voit bien que la séquence, qui est la même séquence avec cette femme voilée, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, oui, on en parle c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, en réalité, Marine Le Pen, sur les aspects identitaires, sécuritaires et migratoires, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce qu'elle propose et ce que propose Éric Zemmour. Oui, mais vous avez remarqué que là, Éric Zemmour n'est pas au second tour. Donc restons sur est-ce qu'elle peut gagner aujourd'hui. Écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est qu'aucune voix ne doit aller à Emmanuel Macron, parce qu'on a vu le bilan d'Emmanuel Macron ces 5 dernières années. Tous les griefs qu'on peut faire à Marine Le Pen, je veux dire, Emmanuel Macron les a déjà mis en œuvre pendant 5 ans. D'abord, je croyais que les gens de la France Insoumise, on nous disait toujours qu'ils étaient très bien formés. Bon, je vois qu'il y a quand même pas mal de moutons bêlants qui viennent toujours dire extrême droite, éructer sans jamais expliquer en quoi c'est d'extrême droite. Enfin, l'extrême droite a une définition. J'ai parlé du cofondateur du Front National qui était un Waffen-SS. D'accord, mais dans ce cas-là, l'extrême gauche, elle était alliée des nazis également pendant la guerre. Pourquoi vous n'en parlez pas? Le RPR, il avait le SAC, il avait des gens peu recommandables dans son histoire. Enfin, chacun assume son Non, mais histoire. voilà, donc arrêtez de dire ça. Vous n'aimez pas qu'on vous traite d'islamo-gauchiste, ne traitez pas les autres d'extrémistes de droite. D'abord, c'est insultant, et en plus, c'est pas vrai. Mais peut-être que M. Messia il va nous répondre ce soir à une question que je me suis posée. Parce que vous savez, Marine Le Pen, elle a dit que tous les extrémistes, vraiment les gens infréquentables, étaient partis chez Éric Zemmour. Mais en fait, maintenant, ils sont où en fait? Je pense qu'ils sont revenus chez Marine Le Pen. Vous savez, ce qu'elle a dit elle-même sur les militants et tous ceux qui caractérisent, c'est une partie des gens qui la soutiennent. Je ne parle pas de tous ses électeurs, évidemment, mais c'est pas ces personnes-là qu'elle a caractérisées d'extrémistes qui sont partis chez vous, chez Éric Zemmour. À mon avis, ils ne vont pas aller voter pour Emmanuel Macron. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis ravi de voir que vous croyez Madame Marine Le Pen à la lettre. Mais vous n'avez pas voté pour elle. Mais est-ce qu'on peut revenir sur le débat
merveilleux parce que revenons sur la notion d'extrême droite. Vous êtes d'une crédulité invraisemblable quand même. Donc elle dit ça, vous y croyez, magnifique. Écoutez, je suis quand même surprise que vous appeliez à voter pour quelqu'un que vous ne trouvez pas crédible, menteuse, etc. Vous avez une vision de la France quand même. Moi j'ai jamais. Non mais attendez, appeler à voter pour quelqu'un, c'est pas se mettre à genoux devant tout ce qu'il dit, d'accord ? Moi, je n'ai jamais soutenu Marine Le Pen quand elle a dit qu'il y avait chez nous des nazis, parce que moi, des nazis, j'ai jamais vu des nazis quitter un parti dirigé par une blonde aux yeux bleus et rejoindre un juif. Donc il va falloir m'expliquer. Il faut quand même rappeler que les sondages montrent qu'une très forte majorité de Français sont pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Et pour cause, c'est que, voyez-vous, je parle aux représentants de la France insoumise et à vous, Madame Saillet, représentante d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas représentante, je suis simple militante. La France ne se réduit pas à des lois. Et être français, c'est pas simplement respecter la loi. Sinon, un Brésilien qui respecterait la loi française serait français. Un pays, c'est une identité, d'accord ? Il y a des choses qu'on peut respecter dans la loi, mais il y a au-delà de la loi, il y a quelque chose qui s'appelle l'identité nationale. Or, pour l'identité française, le voile, et notamment le nombre, parce qu'on ne parle pas de quelques centaines de personnes, on parle quand même de plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être même plusieurs millions. Vous avez des chiffres le voile dans l'espace public et le nombre et la concentration dans certaines zones constituent une véritable agression visuelle pour beaucoup de Français, exactement comme si moi j'allais me balader avec un vêtement de croisée dans la Casbah algérienne. C'est pas interdit par la loi. Non mais attendez, c'est pas interdit par la loi, mais ça choquerait les Algériens et à juste titre. Voilà. Donc moi je vous dis simplement. Qu'est-ce que vous répondez à cette femme qui interpelle Marine Le Pen ? Elle n'a pas l'air d'être une militante politique. Et justement, le problème, qui explique que c'est par conviction, qu'elle ne comprend pas pourquoi il y a un débat là-dessus, qu'elle est profondément française, etc. Qu'est-ce que vous lui répondez à cette personne ? La question que je pose, c'est qu'il y a 40 ou 50 ans, y compris dans les pays arabo-musulmans, et même en France, il n'y avait pas de voile. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les mères et les grands-mères de ces gens-là n'étaient pas musulmans ou étaient de mauvais musulmans. Ou est-ce qu'il y a une mise à jour du Coran qui fait que maintenant le voile est devenu obligatoire ? Je ne comprends pas là. D'abord, je trouve que quand le représentant de la France insoumise est indigne à dire que les musulmans en France, nos compatriotes musulmans en particulier, vivent en France une vie indigne. Permettez-moi de vous couper parce que juste avant on parlait de la loi séparatisme et je disais avec la loi séparatisme peut-être que Samuel Paty n'aurait pas eu il ne se serait pas passé le drame et l'acte terroriste contre Samuel Paty. Voilà ce qui a été inscrit pour comprendre ce qu'est la loi séparatisme. Il y a tout un aspect sur la haine en ligne. Ajouté après la décapitation du professeur Samuel Paty en octobre. C'est le Monde qui le cite, c'est pas un journal de droite. L'article 18 crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, aux fins d'exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer. Il sera puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Cette nouvelle disposition est également perçue comme une nouvelle mouture du controversé article 24. Et vous pensez donc qu'avant, ce n'était pas interdit par la loi ? Tout ce qui peut être fait pour aider les personnes qui moi, sont... je suis d'accord. Ce qui fait partie de la loi séparatisme et tout ce qui peut être fait pour protéger les gens qui sont menacés sur les réseaux sociaux, dont la vie est en danger parce qu'ils ont pris des positions... contre le terrorisme, ce n'est pas la solution. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir votre position sur la loi séparatisme. Je vous ai coupé, Jean Messia. Donc je disais qu'il est indigne de penser que nos compatriotes musulmans vivent une vie indigne en France. Autrefois, on avait un mot qui disait être heureux comme Dieu en France. On peut aujourd'hui dire être heureux comme un musulman en France, parce qu'effectivement, par rapport au monde arabo-musulman et au reste des pays musulmans, je pense que nos compatriotes de confession musulmane sont très heureux en France. Ils ont des droits, notamment des droits sociaux, des droits économiques, des droits politiques qui n'existent nulle part ailleurs. Ce sont des Français, tout simplement. Arrêtez de catégoriser toujours les gens. Mais dans ce cas-là, s'ils sont des Français, il ne faut pas les victimiser et dire qu'ils vivent un sort différent que l'autre. La deuxième chose que je... Prenez pas des mesures comme par exemple l'interdiction du voile. La spécialité des gaucho-progressistes, c'est effectivement de faire venir une immigration massive et surtout qu'elle ne s'intègre pas. Quand 70% des musulmans votent pour la France insoumise, c'est un vote communautaire. Ils ne votent pas pour des raisons sociales, etc. Parce que la masse, si vous voulez, le pourcentage est tellement énorme. Vous pouvez aussi montrer les catholiques. Les catholiques sont très dispersés. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne votent pas en tant que catholiques. Ils votent là précisément en tant que cadre supérieur, en tant qu'ouvrier, etc.
Or là, il y a un vote musulman, il y a un vote communautaire. Mélenchon, c'est la diversité de la société. On va regarder justement sur le vote catholique. Votre spécialité, en fait, vous ne voulez pas. Jonathan Sixou. Je termine là-dessus. Vous ne voulez pas que les immigrés, quels qu'ils soient, et en particulier les musulmans, s'assimilent à la France, parce que dès lors, c'est justement une intégration. Vous rentrez dans le débat politique, pas par la case identitaire, mais par un projet que vous partagez avec plein d'autres concitoyens français qui n'ont pas la même religion. Est-ce que je vous ai 7 millions de voix, il n'y a pas 7 millions de musulmans en France. Si vous êtes venu ici pour blaisie-marder, d'accord, on va pas pouvoir parler, parce que moi, je vous ai laissé parler, je vous ai pas interrompu. Donc vous me laissez parler. Je dis juste que vous ne jurez que par la République sans jamais parler de la France. Donc vous assimilez les gens à quoi? À rien. Donc vous voulez que les gens restent... Pas rien la République. Les gens restent ceux qu'ils sont, justement parce que quand ils restent ceux qu'ils sont, ils votent pour vous. Alors que s'ils s'assimilent à la France, ils deviennent des Français comme les autres, et donc ils votent pour tous les partis. Jonathan Sixou. C'est pour ça que vous êtes contre l'assimilation. Il l'a fait à Poissy. C'était pas une conférence de presse. Mais je suis fasciné par le soutien inconditionnel de Mme Saillet à Emmanuel Macron, jusqu'à dans ses excès, qui pourtant ont choqué la France entière. Mais enfin bon, après tout, elle veut peut-être un poste ministériel, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand on regarde par-delà les résultats des élections, quand on regarde quand même les votes anti-Macron, d'accord, c'est-à-dire la coalition de toutes les colères contre le président de la République, elles sont majoritaires en France. Le président de la République sortant, donc le candidat Macron, est l'un des candidats les plus impopulaires en France que la France ait jamais connu depuis la 5e République. Non. Attendez, si vous ajoutez... D'accord, mais il y a 28% au premier tour. Sans vouloir... Oui, non, mais d'accord, mais au-delà de ça, sans vouloir ajouter des pommes et des bananes... Sans vouloir ajouter des pommes et des bananes, si vous ajoutez le vote de Jean-Luc Mélenchon, le vote de Marine Le Pen, le vote d'Éric Zemmour, enfin bref, tous ceux qui sont contre Macron, on arrive largement au-delà des 50%. Et ça, c'est uniquement dans les votes exprimés. Mais si on élargit aussi aux abstentionnistes, parce que l'abstention, c'est aussi un rejet, eh bien, on arrive à un pays qui rejette massivement Emmanuel Macron. C'est tout. On peut être d'accord là-dessus. Quand il y a 12 candidats dans un premier tour, c'est normal que les voix se répartissent, mais vous êtes vraiment tombé dans un délire paranoïaque, la France. William Martinet. Vous n'aurez pas de poste ministériel. Est-ce que... Occupez-vous de votre... Jean Messia, sur ce débat. Écoutez, moi je trouve que ce débat va être absolument déterminant pour une raison simple, c'est que traditionnellement, le débat du second tour, eh bien, beaucoup d'électeurs se décident aussi par rapport aux performances des deux candidats en lice et à leur capacité à les convaincre. Ça, c'est une tradition dans la Ve République. Et celui-ci va être encore plus important que peut-être pour les autres élections, parce que, rappelez-vous, pendant le premier tour, on n'a pratiquement pas eu le droit à des débats de campagne. C'est-à-dire en 2017, on avait eu droit à toute une série de débats, etc. Emmanuel Macron, il a pas fait campagne, en fait, il y était. Il n'a pas fait de débat. Il a refusé le débat. En termes de présence sur toutes les chaînes, vous étiez en numéro 1, monsieur. Marine Le Pen n'a pas fait campagne non plus, pratiquement, puisqu'elle a refusé le débat également. Donc en fait, les Français, pendant le premier tour, ils ont été privés de campagne. Les deux seuls candidats à avoir fait une véritable campagne, à la fois de terrain, télévisuel, en débattant, etc., c'est le Mélenchon, Zemmour et peut-être un peu Valérie Pécresse. Mais les autres candidats, on ne les a pas vus. Donc ce débat-là va être un débat structurant, je pense, pour le vote.